Bonsoir à tous, bienvenue pour ce live Nabla sur la fertilité ce soir, où l'intervention du professeur Oliven, qui est en train de nous rejoindre et qui va pouvoir répondre à toutes nos questions, toutes vos questions sur la fertilité. Bonjour François, Bonjour Véronique. très content de t'avoir, très content que tu participes à ce live. Donc, je vous présente le professeur François Oliven, gynécologue obstétricien, spécialiste de fertilité et d'aide médicale à la procréation, et qui va répondre avec son œil de grand spécialiste aux questions de la fertilité qui se posent et que nous posent les patientes en consultation au quotidien. Donc, qu'est-ce que tu peux nous expliquer? Les patientes nous posent toujours la question de savoir comment elles peuvent savoir quand elles sont fertiles. Alors, ce que je remarque surtout, c'est que les patientes maintenant utilisent beaucoup des applications et elles font des calculs de jours et avec ces jours-là, elles déterminent leur période de fertilité. Alors, évidemment, si cette période est large, genre si on dit je suis fertile entre le 10e jour et le 20e jour, c'est bien. Mais si on se sert de cette application en calculant une période très courte de quelques jours, c'est pas très fiable, je pense, parce que l'expérience qu'on a de suivi du cycle naturel des femmes, c'est que les femmes, d'abord, n'ovulent pas toutes le même jour, et par ailleurs, elles n'ovulent pas forcément le même jour en fonction des cycles. Donc, déterminer la période de fertilité maximum au jour près, c'est difficile. Et malheureusement, la femme, elle est fertile, j'aime bien dire ça, mais ça effraie tout le monde, c'est 12 heures par mois, puisque Ouais. on sait de la fécondation in vitro que quand l'ovocyte est collecté, on peut le féconder pendant environ 12 heures. Au bout de 12 heures, les taux deviennent très faibles. Alors, si on sait que le sperme a une durée de vie de 24 heures, enfin 48 heures dans les meilleurs cas, mais on va tabler plutôt sur 24 heures, ben, la période de fertilité, c'est un jour et demi. Donc, c'est vrai que du coup, déterminer cette période est importante. C'est pour ça qu'on dit en général, il faut avoir des rapports tous les 2 jours. Donc, on peut dire tous les 2 jours, à partir du 10e jour, on est sûr de tomber dedans jusqu'au 20e jour. Mais faire un calcul de fertilité avec une application, à mon avis, c'est pas très fiable. Je pense que le mieux, si on a vraiment envie de calculer, c'est-à-dire si on a essayé d'avoir un enfant, je sais pas, pendant 3 mois, 6 mois, que ça marche pas et qu'on veut le savoir, bah, il faut utiliser des tests d'ovulation de pharmacie qui sont très fiables et qui sont D'accord. plus fiables qu'un calcul d'application. D'accord. Donc, c'était la question que j'allais te poser par la suite. Les tests de pharmacie sont fiables. On Les peut s'en tests servir. sont fiables en sachant que le terme test d'ovulation est un peu erroné parce qu'il détecte dans l'urine une hormone qui annonce l'ovulation. Donc, si on a un test positif aujourd'hui, mardi, la période, c'est plutôt mercredi, jeudi. Donc, D'accord. voilà, ça détecte la veille. Et on peut avoir un rapport mardi et mercredi, mais en tout cas, si on a juste un rapport le jour où on a le test positif et pas les 2 jours suivants, c'est moins sûr que ça marche. D'accord. Donc là, tu dis entre le 10e et le 20e jour, en gros, mais pour des cycles de 28 jours. Voilà, pour des cycles de 28 jours, et plus le cycle va être court, plus ben, l'ovulation est en général plus précoce. Donc, on va dire pour un cycle de 28 jours, l'ovulation, pour si on veut réduire un peu la fenêtre, c'est J11, J16. Et si Ouais. c'est des cycles de 24 jours, c'est plutôt J9, J11. Et si par contre on a des cycles très irréguliers, là c'est totalement imprévisible. Une femme qui a Ouais. des cycles de, je sais pas, 35, 45, 50 jours, ben là on a coutume de dire que la deuxième partie du cycle est constante. C'est pas tout à fait vrai. Donc là c'est un peu impossible de le prévoir. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il vaut mieux aller. Si on a des cycles vraiment très irréguliers, je dirais entre 30 et 60 jours, ben, c'est mieux d'aller voir un médecin parce que sinon, bien sûr, les femmes qui ont ces cycles-là peuvent être enceintes, mais elles ont moins de chances que les autres, ou alors avoir une vie sexuelle très active, Plus active. strauss-canienne. Ouais, c'est ça. Mais, bravo.
Mais à l'inverse, ça ne veut pas dire que donc les femmes qui ont des cycles très longs ne doivent pas se protéger si elles ne veulent pas être enceintes. Exactement. Une femme qui a des cycles très longs, par définition, une femme qui a des règles a des ovulations. On ne peut pas avoir de règles sans ovulation. Donc, si on a des règles, on ovule. Et si on ovule, ben, on peut être enceinte. Alors, évidemment, une femme qui a des règles tous les 90 jours, ben, elle a 3 cycles par an et elle a que 3 chances par an d'être enceinte, beaucoup moins qu'une femme qui a des règles tous les mois. Mais elle a quand même ses 3 chances par an. Probabilité, ouais, c'est ça. Ouais. Et alors, les patientes nous interrogent aussi beaucoup sur le stress, le tabac et tous ces facteurs environnementaux qui altèrent qui pourraient avoir un impact sur leur fertilité. Le stress a été montré comme augmentant le délai à concevoir, c'est le terme consacré. Maintenant, c'est quand même difficile de se mettre à l'abri du stress. On peut utiliser, moi je conseille aux femmes, si vraiment on est stressé, d'utiliser. Moi j'aime bien je trouve que la sophrologie, c'est une bonne technique parce que c'est une technique qui en 2-3 séances, si vous avez quelqu'un de bien, peut vous former et après vous n'avez plus besoin d'aller voir un thérapeute parce que souvent les gens, le problème c'est de trouver le temps d'aller voir un acupuncteur, un ostéopathe, etc. Alors que la sophrologie, si on apprend les techniques, on achète les musiques et les machins, on peut très bien se faire une demi-heure de sophrologie au bureau en s'isolant un petit peu. Et je pense que c'est assez pratique pour se déstresser. Il n'y a pas que ça, on peut aller voir un psy parce que ça peut être utile. Mais pour essayer de comprendre les raisons du stress, bon, donc le stress, c'est un facteur, mais bon, c'est le facteur de la société d'aujourd'hui. Le tabac, c'est le poison de l'ovocyte. Au-dessus de 5 cigarettes par jour, non seulement on réduit ses chances d'avoir un enfant, mais on détruit ses follicules, donc on va raccourcir. Ça a été clairement montré que les femmes qui fument ont des ménopauses plus précoces, donc on détruit ses ovaires. Donc c'est pas une bonne idée si on a le projet de faire une quinzaine d'enfants. Et après, il y a les autres toxiques, l'énorme débat sur tout ce qui est les perturbateurs endocriniens, les pesticides, tout ça. Le problème, c'est que la fertilité de la femme, c'est très compliqué à mesurer. Aujourd'hui, vous savez, il y a toute cette énorme polémique Martinique avec la chlordécone. Ça a été montré que ce pesticide des bananes rendait les hommes stériles. Mais pourquoi? Parce qu'on fait un spermogramme et on s'aperçoit que le sperme est catastrophique. Quand les gens arrêtent d'être exposés, leur spermogramme redevient normal. Pour la femme, on peut pas faire ça parce que les mesures de la fertilité sont pas aussi précises et du coup, ben, c'est compliqué. Donc, probablement que les perturbateurs endocriniens et les pesticides et tout ça jouent sur la fertilité, mais on ne l'a pas vraiment démontré. On n'a pas des doses, on n'a pas des produits. Moi, je dis souvent, si on veut se protéger de tout ça, il suffit d'aller sur tous les sites Internet qui expliquent comment ne pas faire cuire ses aliments dans des récipients plastiques, etc., etc. Maintenant, récemment, je ne sais pas si vous avez vu cette émission à la télévision sur la nourriture d'aujourd'hui, même les emballages carton rentrent dans les aliments. Enfin, toute notre consommation, si on n'a pas un potager dans son jardin, est susceptible de nous exposer à des produits toxiques. Donc, c'est compliqué quand même. Donc, le plus important, c'est quand même le tabac. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Et puis alors, on a beaucoup de questions aussi, toujours en consultation. Les patientes retardent toujours leur projet de grossesse et ignorent que la fertilité diminue avec l'âge. Donc, à partir de quel âge ça devient critique? Enfin, ça devient, en tout cas, la fertilité diminue de façon importante. Et donc, globalement, il y a ces Américains, en fait, qui ont une idée géniale. Ils sont intéressés à des populations de femmes, enfin, de couples, des populations qui font des enfants, qui se marient très tôt, font jamais de contraception, les Mormons et d'autres populations dans ce genre-là, et qui font le plus d'enfants possible, et toute leur vie. C'est-à-dire, tant qu'on peut faire des enfants, on fait des enfants. Ils ont suivi ces patientes et ils ont vérifié leur fertilité. Ils ont montré qu'à partir de 35 ans, en moyenne,
c'est très important, je vais y revenir. La fertilité de la femme diminue à partir de 35 ans. À partir de 38-40, ça diminue de manière plus abrupte. Et à partir de 42-43, là, c'est les falaises d'Étretat. Donc, ça devient très difficile. Ça n'arrive pas aussi simplement, mais en tout cas, au-delà de 42-43 ans, avoir un enfant devient compliqué. Le problème majeur, c'est qu'il y a des grandes différences entre les femmes. Et si on se met au bout de la courbe de fertilité quand les femmes sont ménopausées, physiologiquement, les femmes sont ménopausées entre 40 et 60 ans. Il y a 20 ans d'écart entre les femmes. La moyenne, c'est 50 ans, mais il y a des femmes qui sont ménopausées à 40 et d'autres à 60. Mais à la fertilité, c'est la même chose 10 ans plus tôt. Donc, il y a des femmes qui sont infertiles à 30 ans et il y a des femmes qui sont fertiles à 50 ans, c'est rare. Donc, c'est compliqué de donner un chiffre, mais on peut dire qu'à partir de 35 ans, on rentre dans un terrain plus dangereux. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'aura pas d'enfants, mais ça sera plus compliqué. C'est ça. Et du coup, tu peux nous donner quelques chiffres sur la probabilité d'être enceinte à chaque cycle, à 25 ans, à 35 ans, par exemple? Alors, 25, 30, on va dire 15-20% de chances de grossesse si tout le monde va bien, l'homme et la femme. Et à chaque cycle? Par cycle. Et, et à 40 ans, c'est plutôt 5%, 10%. Mais en même temps, une femme de 40 ans, elle ne doit pas, dès qu'elle a rencontré l'homme de sa vie, se précipiter chez le gynécologue parce que globalement, naturellement, sauf si évidemment elle a rencontré un homme qui a un problème ou si elle-même appartient à ces femmes qui sont malheureusement prématurément avec des ovaires faibles, elle a quand même 40% de chance d'avoir un enfant globalement, tu vois, sur une année. Donc, ce n'est pas impossible pour une femme de 40 ans d'être enceinte. D'être enceinte naturellement sous la couette, oui. Si c'est l'homme ou la femme de sa vie, oui, en effet. La femme de sa vie. Maintenant, vous savez qu'aujourd'hui, on a le double problème. Il y a les femmes qui décident de faire des enfants de plus en plus tard, et en particulier dans les villes développées. Et il y a aussi, bien sûr, un énorme pourvoyeur de difficultés, c'est les remariages, puisqu'il y a toujours dans ces mêmes villes 60% de divorces et je ne sais pas combien de pourcentage de réunions, de nouvelles unions, de gens qui veulent faire à nouveau des enfants. Donc, si on divorce à 35 ans et qu'on retrouve quelqu'un à 38, ben on se retrouve à 40 ans avec un désir d'enfant. Ouais. Et alors, est-ce qu'on fait mieux avec les techniques d'aide médicale à la procréation, statistiquement, que sous la couette? Est-ce que les résultats, les taux de grossesse sont supérieurs? L'âge de la femme et ce qu'on appelle la réserve ovarienne, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, une femme, elle naît avec un stock de follicules. Ce follicule, il va décroître avec le temps. C'est ce qui explique la baisse de la fertilité avec l'âge. Mais ce stock initial est variable d'une femme à l'autre. C'est ce qui explique ce que je disais tout à l'heure, les différences entre les femmes. Et aussi, la baisse de ce stock, la destruction de ce stock qui est physiologique, est variable d'une femme à une autre. Donc, d'une certaine manière, voilà, cette fertilité, elle existe, mais disons, elle va dépendre de la façon dont on se retrouve au jour J. Donc, après, c'est très variable. Donc, il faut que le couple essaie d'avoir un enfant. Il n'y a aucune raison de se précipiter chez le médecin. Et si ça ne marche pas au bout d'un moment, alors évidemment, un petit chiffre, un couple qui fait l'amour tous les jours, qui n'a pas de problème, et qui est, on va dire, moins de 38 ans, tous les jours, au bout d'un an, 80-85% des couples ont eu une grossesse. Un couple qui fait l'amour une fois par semaine, au bout d'un an, 15%, pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que la fréquence des rapports sexuels joue aussi. Moi, je vois dans mon cabinet des gens qui viennent me voir en disant on a des rapports 2 fois par mois. Ben, c'est normal qu'ils aient du mal à avoir un enfant. Ouais, et donc la fertilité chez l'homme, elle est comment? Elle diminue de la même façon que chez la femme? Elle diminue, mais de façon moins abrupte et surtout plus tard. Donc, la fertilité de l'homme, c'est plutôt à 50, 60 ans qu'elle diminue. Donc, on n'est pas très concerné dans les couples qu'on voit qui ont moins de 45 ans par cette baisse physiologique de la fertilité de l'homme.
Et on connaît bien toutes ces histoires, tous ces hommes âgés, enfants, Yves Montand, Burt Lancaster, Charlie Chaplin, 80 ans. 80 ans, oui, c'est ça. Et alors, du coup, pour les patientes qui… Après, il y a toute la question de la fertilité que posent les patientes pour savoir quel délai elles ont devant elles. Et elles nous demandent en consultation de leur faire un bilan de fertilité pour savoir où elles en sont. Très compliqué. Voilà, c'est très compliqué de répondre. En fait, on peut leur dire où elles en sont aujourd'hui. C'est-à-dire, on va prendre une femme, on va lui faire les examens. Les examens, c'est un certain nombre d'hormones et une échographie qui compte les follicules. Et là, on peut les ranger dans, on va dire, 3 catégories. Des femmes qui ont un stock de follicules et des hormones normales. Des femmes qui ont, au contraire, un stock de follicules exceptionnel et des hormones très, très bonnes. Et des femmes, dans l'autre sens, qui sont plutôt avec malheureusement pas beaucoup de follicules et des hormones pas terribles. Donc ça, c'est l'instant T. Donc si elles sont dans un désir de grossesse aujourd'hui, très bien, on peut leur donner une idée. Mais si c'est est-ce que j'ai 5 ans devant moi, 3 ans devant moi, 8 ans devant moi, ça, malheureusement, c'est pas vraiment possible. On peut pas le prédire. On peut juste leur dire, attention, vous avez malheureusement la chance d'appartenir au groupe des femmes qui ont des ovaires pas super riches. Donc, comme dirait quelqu'un, n'attendez pas trop longtemps pour faire un enfant. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est un conseil. C'est un livre que j'avais écrit il y a une dizaine d'années et on m'avait taxé de vouloir remettre les femmes à la cuisine et au ménage. C'est pas du tout le but, c'est d'être informé. Après, malheureusement, c'est comme ça. Après, si on n'a pas rencontré la personne, on va pas faire un enfant avec n'importe qui, le premier venu. Mais moi, par exemple, je vois très souvent en consultation, je dis bien très souvent, des couples de 38, 40 ans qui sont ensemble depuis 10 ans, 15 ans. Et ça, et malheureusement, qui se retrouvent au moment où tous les paramètres sont au vert pour eux, avec des grosses difficultés. Donc ça, c'est un peu dommage. Si on n'a pas rencontré l'homme de sa vie, ben, on fait pas d'enfant. Mais si on est avec quelqu'un qu'on aime bien et qu'on se dit on verra plus tard et qu'on attend 40 ans, ben, par rapport à la question que tu m'as posée, la médecine de la reproduction ne compense pas l'âge. Si on regarde des taux de succès, même des techniques les plus sophistiquées, la fécondation in vitro, ils sont très comparables à la fertilité naturelle. Donc, on ne saura pas régler le problème du vieillissement de l'ovaire. Ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui. C'est ça. Beaucoup de patients pensent que quand on fait une FIV, c'est 100% de réussite. Bien sûr. Beaucoup de gens pensent ça, mais c'est pas ça. Et malheureusement, c'est pas ça. Alors, il y a du coup, donner un petit, comment dire, un petit espoir. C'est qu'il y a une technique miraculeuse qui s'appelle le don d'ovocytes, parce qu'aujourd'hui, il fait appel de plus en plus. Alors, ça ne concerne pas des femmes de 35 ans, mais si on a des ovaires qui ne marchent plus ou que la fécondation in vitro n'arrive pas à donner la grossesse, on prend l'ovocyte d'une femme jeune de 25-30 ans, on fait un embryon avec le mari de la femme qui n'arrive pas à avoir un enfant, et cet embryon, on le met dans l'utérus, et là, on a des taux astronomiques. En 2, 3, 4 essais, on peut atteindre 90-95% de chances pour le couple d'avoir un enfant. Ce n'est pas le même projet, bien sûr, mais c'est quand même un projet qui est très semblable, puisque l'homme est à l'origine de l'enfant, la femme porte et met au monde l'enfant. Ça se fait depuis 35 ans. Alors, pas beaucoup en France, malheureusement, donc on est obligé d'aller à l'étranger et c'est un peu coûteux, mais disons, c'est une solution assez miraculeuse qui permet finalement à toute femme d'avoir un enfant. Ouais. Et alors, du coup, pour rebondir là-dessus, alors la question des femmes, les questions des patientes qui nous demandent si elles doivent congeler leur ovocyte. Moi, je trouve que c'est toujours compliqué parce qu'à 25 ans, elles peuvent toujours rencontrer un homme et faire des enfants. Et quand elles en ont 35, on est presque un peu trop tard pour aller congeler ces ovocytes. Exactement. Alors, la congélation d'ovocytes, il faut quand même le dire, c'est un progrès formidable. Bon. Il faut savoir que cette congélation d'ovocytes, les ovocytes vont être utilisés dans le cadre d'une fécondation in vitro. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la fécondation in vitro ne fait pas mieux que la nature. Donc, ça veut dire qu'une femme de 35 ans va avoir,
je sais pas, à 30%, 40% dans les meilleures équipes de chance avec une fécondation in vitro. Mais une femme de 40 ans, elle a déjà plus que 10-15%. Donc, si on congèle ses ovocytes avant 35 ans, ben, youpi, on a des bonnes chances, mais pas à 100% de chance, je vais y revenir. Mais si on congèle ses ovocytes à 40 ans, franchement, les chances sont de l'ordre de 10%. De 10% d'avoir un enfant. Puisque quand on fait un stockage de follicules, on va avoir, ben, en fonction des follicules qu'on a, entre, je sais pas, 5 et 20 follicules. Et après, on va utiliser ces 20 follicules pour faire une FIV. Et les taux de succès qui sont annoncés par les centres, c'est les taux de succès global de la cohorte d'ovocytes qu'on a congelés. Donc, on va dire que dans les meilleurs cas, les femmes de moins de 35 ans et qui ont des très bons ovaires, les chances d'avoir un enfant, c'est 70%. Donc, je pense que la congélation d'ovocytes, c'est très bien, mais il ne faut pas faire croire aux femmes que c'est le Graal, que c'est la solution à tous les problèmes, qu'elles vont pouvoir faire leur famille de 3 enfants sans problème. Donc, c'est très bien, et ça peut être une bonne idée si on le fait avant 35 ans pour avoir une tranquillité d'esprit. Ça peut être aussi utile pour une femme de se dire, bon, j'ai cette roue de secours et d'aller parce que moi, je vois beaucoup de femmes seules aussi dans ma consultation qui me demandent des conseils. Donc, on voit bien l'enjeu quand une femme a 35, 38, 40, qu'elle se retrouve avec un désir de partenaire et parmi les raisons, il y a aussi avoir un enfant. Donc, c'est quand même compliqué d'aborder sa vie avec ces espèces de trucs. Et dès que le premier repas est fini, on va demander si le mec veut faire un gosse ou pas. J'imagine que ça va être pénible. Donc, congeler ses ovocytes, ça détend, on va dire. Mais il ne faut pas s'imaginer que c'est la panacée. Et en même temps, dire aux femmes, faites des enfants à 32 ans, c'est pas simple non plus. Donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est compliqué. Il n'y a pas de solution miracle pour les femmes. Elles sont dans une situation plus compliquée que les hommes. Et en plus, on sait que les hommes veulent des enfants 5 ans plus tard en moyenne que les femmes. Donc, c'est la merde, on va dire. Et en plus, congeler ses ovocytes, ça veut dire une stimulation hormonale importante. Ça veut dire ponctionner donc 10 à 20 ovocytes. Voilà, les congeler. Aujourd'hui, la loi va sûrement ouvrir cette possibilité en France, tant mieux. Mais aujourd'hui, c'est quand même dans la plupart des cas, c'est aller à l'étranger, sauf dans certains cas où, comment dire, des femmes. Aujourd'hui, dans la loi, si une femme a une pathologie qui la met en, comment dire, en péril par rapport à sa fertilité, elle peut congeler ses ovocytes en France. Mais voilà, c'est pas tout le monde. Ouais. Et du coup, les patientes vont à l'étranger et ensuite Voilà. peuvent récupérer. Comment ça se passe? Ils peuvent récupérer les ovocytes congelés pour les faire féconder en France, non? Non. Pour l'instant, en tout cas, non. Et ça serait très étonnant que la loi autorise les femmes à récupérer leurs ovocytes. J'en sais rien, hein, mais ça m'étonnerait parce que les lois, comme on le dit souvent, sont jamais rétroactives. Donc, je ne pense pas, j'en sais rien. Il faudrait qu'un député ait l'intelligence de demander lors de la dernière lecture cette possibilité, mais je pense pas. Donc, il faudra aller faire une FIV à l'étranger. Bon, maintenant, probablement que certaines des femmes qui ont conservé leurs ovocytes vont réussir à faire un enfant toute seule sans avoir besoin de ces ovocytes. C'est même la probabilité. Mais sinon, il faut qu'elles sachent que la FIV, il faut qu'elles aillent la faire dans le pays où les ovocytes sont conservés. Ah, donc c'est 5 000 €, enfin 4-5 000 € pour les congeler et à nouveau 4-5 000 € pour les utiliser. Donc c'est pas non plus négligeable. Sans garantie que ça fonctionne en plus. Voilà, voilà. D'accord. Et donc en fait, il faut faire ses enfants pas trop tard, quoi, entre 32 et 40 ans. Si on a l'occasion, en tout cas, oui, c'est pas un ordre, c'est pas une obligation. Mais voilà, si on se retrouve dans cette situation, si on se retrouve dans un couple avec une grossesse, comme j'en vois quand même régulièrement à 38 ans, et qu'on décide de faire une interruption de volonté, je suis tout à fait favorable à l'interruption de grossesse. J'en ai fait des centaines.
et je serais tout à fait disposé à me battre pour le droit à l'IVG. Mais je vois quand même des couples qui ont pris quand même une décision invraisemblable à 39 ans de faire une interruption de grossesse alors qu'ils sont bien ensemble et qui se présentent à 42 ans en disant bon bah à l'époque on n'était pas sûr, maintenant on voudrait bien, on fait le bilan et la femme n'a plus la possibilité d'être enceinte, c'est dommage. Donc je dis souvent, il ne s'agit pas de dire ne faites pas d'interruption de grossesse, mais quand on se retrouve dans un couple heureux, qu'on a une grossesse, il faut quand même, avant de faire l'IVG, se poser la question, indépendamment du moment de cette grossesse, est-ce qu'elle arrive bien, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut, où est-ce qu'on en est de sa fertilité, quel âge on a, quel est l'avenir, de ne pas se retrouver, parce que c'est un regret terrible après, dans des situations pareilles. Bien sûr. Et alors là, on a plein de questions. Tout ce que tu nous dis est déjà très clair et très riche. Des personnes qui nous posent la question de savoir si quand on entame un parcours de PMA, on peut quand même continuer à essayer d'être enceinte naturellement. Bien sûr, parce qu'il y a un parcours. Alors, il y a des parcours, ça dépend des parcours de PMA. Les parcours simples, les stimulations simples, les inséminations, il arrive qu'on les fasse tous les mois. Donc, quand on est en traitement, ce cycle-là, c'est le gynécologue va définir le meilleur moment pour que la grossesse survienne. On peut avoir des rapports pour le fun, mais c'est pas les rapports avant, pendant, après qui vont augmenter les chances, puisque justement tout le but de ce traitement, c'est de calculer le moment idéal pour que la grossesse survienne. Mais par exemple, quand on est en fécondation in vitro, où on va faire des fois, heureusement, ça marche du premier coup, mais si ça marche pas et qu'on va faire 3 essais par an, évidemment que entre les essais, mais on a toutes ces chances d'être enceinte naturellement. D'ailleurs, ça avait été montré au début de la fécondation in vitro qu'il y a des couples chez qui la stimulation pourrait changer quelque chose du cycle suivant. Bien sûr, on peut être enceinte. D'ailleurs, ça nous arrive régulièrement d'avoir des femmes qui faire une FIV et qui sont enceintes, ou qu'on en fait une qui n'a pas marché et qui sont enceintes 1 mois ou 2 mois plus tard. C'est tout à fait possible. Et alors, il y a un âge limite quand même pour faire les fécondations in vitro et un nombre limite de fécondations in vitro autorisées en France, c'est ça? Oui. Donc, l'âge limite, alors, c'est un petit peu spécial en France. Il y a un âge limite pour le remboursement de la sécurité sociale qui est de l'anniversaire des 43 ans. Au-delà, aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction de le faire, mais c'est pas pris en charge. Pourquoi cet âge? Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont plus de 40 ans et qui s'en plaignent. Mais cet âge, il n'est pas sorti du chapeau. C'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de 43 ans, les chances de succès, même de la fécondation in vitro, sont infimes. Elles ne sont pas de l'ordre de 5%, peut-être même moins, parce qu'il y a beaucoup de fausses couches. Donc, au-delà de 43 ans, faire une FIV, ça n'a pas beaucoup de sens, en dehors de cas très spécifiques, d'indications indiscutables, je sais pas, des femmes à qui on a enlevé les trompes ou des choses, etc. Bon. Mais disons que globalement, au-delà de 43 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a une structure en France qui régule un petit peu cette activité qu'on appelle l'Agence de biomédecine, est en train de réfléchir à un texte qui imposerait une limite d'âge vraie et pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit, moi je trouve ça un peu scandaleux, mais bon, on n'aurait pas le droit de faire le moindre traitement, y compris par exemple le don d'ovocytes dont j'ai parlé tout à l'heure, quand une femme a plus de 45 ans et quand un homme a plus de 60 ans. Ce n'est pas encore dans la loi, mais on s'y dirige à grands pas. C'est pas le cas. La limite masculine, c'est pourquoi? C'est pour quelle raison? Alors, chez les femmes, ce serait parce que la grossesse serait dangereuse au-delà de 45 ans. Et chez les hommes, parce que soi-disant, il y a quelques études, mais elles sont vraiment très, très, très faibles en nombre, qui montreraient que les hommes, il y a une petite augmentation des anomalies chromosomiques, un peu comme les femmes, et qu'il y aurait plus de schizophrénie, d'autisme. Et franchement, scientifiquement, c'est pas hyper solide. Je pense qu'il y a une question moralisatrice. Les gens trouvent qu'avoir un enfant après 60 ans, ça semble choquer le plus grand nombre. Bon, il y a aussi des pédopsychiatres qui n'ont jamais été très favorables
à l'idée que des couples, entre guillemets, âgés fassent des enfants, comme disait, moi j'ai fait beaucoup de sujets là-dessus, parce que c'est un domaine qui m'a beaucoup intéressé. Il y avait un pédopsychiatre qui disait assez régulièrement dans ses interventions, il y a un âge pour être père et il y a un âge pour être grand-père. Ouais. Et son argumentation, c'est que pour les enfants, je pense que c'est pas forcément évident, peut-être à 15 ans, d'avoir un père de 75 ans. C'est possible, hein, même s'il y en a plein qui en ont eu et qui ne sont pas forcément les plus malheureux. Non. Et justement, il y a des hommes qui nous posent la question de savoir comment ils peuvent améliorer leur fertilité. Ben, il n'y a Est-ce pas qu'il y a des- grand-chose. Alors évidemment, chez l'homme, encore plus que la femme, les toxiques, le tabac, l'alcool, évidemment, l'alcool consommé excessivement, le cannabis. Ça, c'est trois facteurs qui agissent énormément sur la qualité du sperme. Les sportifs de très haut niveau, c'est-à-dire les sports d'endurance marathoniens, les types qui font une espèce de course invraisemblable, hein, dont j'oublie le nom tout d'un coup. J'avais un patient comme ça qui faisait Ironman. Donc c'est le type, il court, je sais pas, 24 heures dans le désert. Après, il monte à l'Everest. Après, il fait 200 km de vélo. Bon. Et ce type-là, il avait un sperme totalement catastrophique et je lui ai dit essayez d'arrêter un peu et son sperme est redevenu quasiment normal. Ça a été montré aussi, vous savez, avec les grandes sportives qui perdent leurs règles ou donc les sports intensifs. Et chez l'homme, on a beaucoup parlé de tout ce qui est chaleur des testicules, il y a certaines conditions professionnelles qui peuvent jouer et il y a aussi des médicaments. Il y a beaucoup de médicaments on peut trouver sur Internet la liste de ces médicaments qui influent sur le sperme. Et il y a des médicaments anodins, les médicaments pour la chute des cheveux, par exemple, que je n'ai pas utilisé, comme vous pouvez le voir. Il y a l'espèce de les trucs de sportifs là, les anabolisants, très très toxiques pour la production spermatique. Ça aussi, j'ai une expérience d'un garde du corps qui était une espèce de montagne. Et à force de poser des questions, je lui ai demandé, mais vous prenez des trucs? Il prenait énormément d'anabolisants pour faire de la musculation parce qu'il voulait être très fort. Et pareil, ça lui avait mis le sperme complètement à zéro. Donc, il faut bien faire une enquête de ce qu'on prend, même des médicaments anodins, et discuter avec le médecin et pas oublier de mentionner tout ce qu'on prend. Les gens qui seraient assis toute la journée. Mais ça, c'est quand même c'est un peu à la marge quand même. D'accord. Et alors, les compléments alimentaires qui sont vendus pour booster ou améliorer la fertilité, chez l'homme ou pour la femme? Je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui ait participé à des études tout à fait nettes. En toute transparence, j'appartiens à un comité scientifique d'un programme qui s'intéresse à la nutrition, qui s'appelle Bidadi. Et on a fait une étude randomisée contre un placebo et on a montré une certaine amélioration en corrigeant l'alimentation, en donnant certains compléments, mais basés sur une enquête. Tu vois, c'est pas juste prends au hasard des compléments. Donc là, le programme est en cours de développement. Donc il y a probablement l'alimentation, comme on le sait, a sûrement des impacts sur tout. Mais aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est le régime de la fertilité, il n'est pas expliqué, il n'est pas connu. Et puis, les aliments ne suppléent pas aux carences alimentaires. Si les gens mangent n'importe quoi, ils peuvent prendre les vitamines, ça ne servira à rien. Non, il y a le surpoids, je n'ai pas parlé tout à l'heure, tant chez la femme, les surpoids sont des facteurs diminuant la fertilité, chez l'homme et chez la femme. C'est ça. Donc, en gros, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut quand même avoir une hygiène de vie correcte, manger correctement, avoir des rapports. Avoir des rapports tous les 2 jours, plus si on veut, mais en tout cas au minimum tous les 2 jours. Et si ça, se donner, je dirais, 3-4 mois sans se prendre la tête, parce que c'est pas non plus l'idée. Quand même, la plupart des couples arrivent à faire des enfants sans forcément avoir des difficultés. Si au bout, je dirais que quand on a moins de 37-38 ans, se donner 6 mois, 1 an et consulter si ça marche pas. Quand on a 38-40 ans, se donner 6 mois et consulter si ça marche pas. Et éventuellement, au milieu de ça, intégrer peut-être 2-3 cycles avec des tests d'ovulation
pour augmenter ses chances, être sûr d'avoir eu des rapports au bon moment. Et là, on s'est mis dans les meilleures conditions. D'accord. Oui, c'est ça. C'était de savoir à quel moment il faut consulter. Ça, on a plein de questions là-dessus. Au bout de combien de temps il faut faire un bilan pour l'homme et pour la femme? Les gens sont très impatients. Si Oui. on a une vie sexuelle fournie, si on n'a aucun antécédent évocateur de problème, je vais quand même les citer parce que c'est important. Chez l'homme, tout ce qui est maladie génitale, tout ce qui est maladie sexuellement transmissible, ce qu'on appelle les ectopies testiculaires, les hommes qui ont eu un testicule qui n'est pas descendu correctement dans l'enfance, qui ont été opérés ou traités pour ça, les hommes qui ont eu une infection génitale sérieuse, c'est pas la peine d'attendre un an, consultez, faites un spermogramme et voyez si tout va bien. Et chez les femmes, ben, si on a des cycles ultra irréguliers tous les 90 jours, c'est pas la peine d'attendre un an. Si on a été opéré du ventre, parce que ça peut faire des adhérences, c'est pas la peine d'attendre un an. Si on a des règles ultra douloureuses, on n'a pas parlé, il y a toute la question de l'endométriose chose qui peut être évocateur, ben, on peut consulter pour savoir si on n'est pas atteint de ce syndrome. Si on a fait une maladie sexuellement transmissible sévère, une salpingite, c'est pareil. Dès qu'on a un antécédent évocateur de quelque chose qui pourrait retentir sur la fertilité, c'est un peu idiot d'attendre un an. On peut aller voir un médecin, dire moi j'ai ça, et je me pose des questions. Il y a quelques examens simples à faire qui permettront de dire bah, oui, je sais pas, l'opération que vous avez eue a provoqué des adhérences des trompes ou non, tout va bien. Donnez-vous 6 mois et on se revoit si ça marche pas. C'est ça, les couples sont souvent impatients. Très impatients. Moi, j'ai des couples qui viennent me voir, ils n'ont pas encore arrêté la pilule. Ça, c'est une angoisse. C'est vrai, il y a des gens qui s'inquiètent à l'avance, soit parce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a eu du mal, soit ils ont vu une émission télévisée, etc. Donc, si on n'a aucun antécédent personnel, voilà, s'inquiéter tout de suite n'a pas de sens. Même à 40 ans, aller voir son gynéco au bout d'un mois, ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas très productif. Faut pas attendre longtemps, mais au moins essayer naturellement d'avoir des enfants comme sous la couette, comme on dit. C'est ça. Bon, écoute, très bien. Écoute, très bien, on a parlé de beaucoup de choses, tu nous as donné beaucoup d'informations très claires. On a eu beaucoup de questions sur la congélation d'ovocytes, mais tu nous as donné plein d'informations. Bon, pour l'instant, c'est pas réalisable en France de toute façon. Ça ne saurait tarder. Normalement, la loi doit repasser avant l'été à l'Assemblée nationale et à partir de là, il y aura des décrets d'application. Je ne sais pas combien de temps ça prend, mais je pense que ça va devenir une possibilité. Mais vous savez, on en parle beaucoup et allez, si moi je vois 2 patientes par mois qui sont intéressées par ça, depuis le début, je n'ai jamais vraiment cru au fait que les femmes vont aller se faire congeler leurs ovocytes à 25 ans. Les mêmes femmes qui ne pensent pas à faire des enfants entre 25 et 30 ans, elles vont pas se dire oh là là, mon Dieu, ma fertilité à 38 ans, je vais me faire congeler les ovocytes. Et c'est bien humain d'ailleurs. Ouais. Oui. Mais et à l'inverse, le don d'ovocytes en France, c'est compliqué. Très compliqué. Mais c'est une situation pathologique. Je vois beaucoup les femmes seules que je vois, c'est des femmes justement de 38-40 ans, la plupart. Et moi, je trouve que c'est intéressant de réfléchir dans sa vie personnelle au don d'ovocytes. Pourquoi? Parce que évidemment, le don d'ovocytes, c'est un plan B. C'est pas l'idéal. Tout le monde a envie de transmettre, on ne sait pas pourquoi, son patrimoine génétique. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Maintenant, si on regarde, le don d'ovocytes se fait depuis 35 ans. On a des suivis de dizaines, des dizaines d'études, de familles, d'enfants, etc. L'immense majorité des cas, ça se passe très très bien. Donc, on peut considérer qu'une femme qui a porté et mis au monde un enfant, elle le considère comme le sien dans, je sais pas, il n'y a pas de chiffres, mais l'immense majorité des cas. Donc, si on réfléchit à ça et si on se dit finalement, bah, au pire, je ferai un don d'ovocytes et qu'on accepte cette idée, bah, ça va faire
baisser considérablement le stress, parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est des femmes ultra stressées avec cette fameuse horloge biologique. Ouais. Or, si on accepte l'idée que le don d'ovocytes est une possibilité acceptable, c'est pas la première, mais c'est la deuxième, il n'y a plus de problème, parce que finalement, au pire des cas, on fera un don d'ovocytes et on aura son bébé, même 2, même 3. Moi, j'ai fait des familles en don d'ovocytes de 3 enfants. Donc, moi, je pense que ce don d'ovocytes, c'est intéressant d'y réfléchir comme ça, pas à 20 ans, mais quand on se retrouve à 35, 37, qu'on n'a pas de mec, moi, je vois beaucoup ces femmes-là très, très inquiètes. Ben, est-ce que ça vaut le coup de faire un bébé toute seule ou de se donner un peu de temps et puis le jour J, ben, soit on a encore des ovaires qui marchent, tant mieux, et sinon, ben, au pire des cas, le plan B, c'est bien. À condition qu'il y ait ces fameux ovocytes de femmes jeunes disponibles en France. Ou à l'étranger, ça coûte 5 000 €. C'est pas négligeable, c'est une grosse somme, mais pour certains, c'est beaucoup. Mais c'est facile à organiser. C'est pas exorbitant. À titre indicatif, une grossesse pour autrui, gestation pour autrui, c'est 150 000 $. Donc, vous voyez, une femme qui a la malchance de ne pas avoir d'utérus, elle est quand même dans une grande difficulté par rapport au fric. Mais un don d'ovocytes, c'est pas exorbitant et ça marche dans, je vous l'ai dit, 2, 3, 4 essais, 80-90% de chance. Donc, l'avenir des femmes de 40 ans n'est pas à noir. Non, elles ont d'autres façons de créer leur famille. Voilà, c'est une option. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un stress terrible sur cette histoire de maternité un peu retardée à cause des projets professionnels, des projets personnels, des familles recomposées, etc. Mais bon, il nous reste peu de temps, mais moi j'avais fait pas mal de discussions et de conférences et de choses comme ça avec une psy qui s'était beaucoup intéressée à ça. Évidemment, les femmes mettent toujours en avant leur carrière, mais on connaît des grosses carrières women qui ont fait plein d'enfants. Donc, moi, je donne l'exemple, je sais pas, de Simone Veil, Ségolène Royal, j'en connais d'autres qui ont fait des carrières et qui ont fait des enfants. Donc, moi, je pense que souvent, le travail a bon dos, c'est-à-dire que c'est méchant de dire ça, c'est pas une excuse, mais on sait qu'aujourd'hui, le désir d'enfant, il est multifactoriel, ça a été montré par des chercheurs de l'INED, il faut avoir ci, il faut avoir ça, beaucoup plus qu'avant. Et finalement, le boulot, c'est un peu une excuse. Donc, il y a un rôle très important de la mère, ça a été montré par les psys. Quand on a une mère qui est pas très encourageante à faire des enfants, les femmes, ton accouchement a été un cauchemar, j'ai cru que j'allais mourir, etc. Cette psy a parlé des mères fées comme les fées, qui entraînaient leurs filles à faire des enfants, et les mères poisons qui leur disaient surtout pas, ne fais pas cette connerie, etc., etc. Donc, il faut le travail, c'est bien de se poser la question, est-ce que vraiment mon travail est foutu si je fais un enfant? Pas forcément. Et puis faire bouger la société pour que les femmes aient des enfants et que ce soit un plus pour une société d'avoir une femme et même une femme mère de famille. Bien sûr. Les pays du Nord, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut travailler aussi, à mon avis. Oui, exactement. Ça, c'est un débat de société. Ouais. Bon, écoute, c'est formidable tout ce que tu nous as raconté, tout ce que tu nous as expliqué. Pardon? J'espère avoir répondu aux questions et j'ai découvert grâce à le site et je le trouve formidable. Bon, merci beaucoup. On va mettre la vidéo en ligne, tu pourras la revoir sur Instagram. Et je vais regarder. Et on te remercie très, très chaleureusement. Plaisir pour moi. Au revoir, à bientôt. Au revoir.